Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Sénat redoute un blocus des parlementaires. SDF, une session plénière prévue à 16h a démarré avec 3 heures de retard. Le temps pour le président du Sénat d'essayer de désamorcer ce blocus annoncé des parlementaires SDF. Des négociations restreintes n'ont apporté aucune réponse concrète à leurs revendications sur l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone. La décentralisation tourne au ralenti au ministère des Affaires sociales face à une demande sans cesse croissante des couches sociales vulnérables. Des mairies se plaignent de l'insuffisance des fonds qui sont transférés dans les collectivités territoriales décentralisées pour leur permettre de répondre aux besoins des couches sociales vulnérables. Indexé, le ministère des Affaires sociales se défend et estime que la prise en charge sociale incombe d'abord aux collectivités territoriales décentralisées. Vous les écouterez dans ce journal. Avez-vous déjà vu une école publique sans infrastructure d'accueil pour les apprenants? C'est un grand reportage réalisé dans une école publique située à Banjul, dans la région de l'Ouest, où élèves et enseignants vivent un véritable calvaire. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, le Sénat qui redoute un blocus des parlementaires SDF. Une session plénière prévue initialement à 16h a démarré avec 3 heures de retard. Le temps pour le président du Sénat d'entamer des négociations avec des sénateurs SDF. 5 parlementaires de ce parti de l'opposition ont été appelés à une concertation restreinte avec le président du Sénat dans son cabinet. Au terme de ces concertations, les négociations n'ont apporté aucune réponse à leurs revendications sur l'ouverture d'un débat parlementaire. Et tenez-vous bien, la session plénière qui a démarré au Sénat n'est pas permise. Les reporters d'Equinox Télévision ont été interdits d'accès à la salle des travaux. Ce que vous voyez en images, ce sont des images d'archives d'il y a quelques jours. Depuis cet après-midi, les reporters d'Equinox Télévision ont été interdits d'accès à la salle des travaux. Selon un agent de sécurité, des instructions auraient été données d'empêcher des reporters d'Equinox Télévision de suivre les travaux au Sénat. Selon ce même agent de sécurité, certains responsables du Sénat n'ont pas apprécié la prise des images de l'altercation entre 2 sénateurs SDF et RDPC il y a quelques jours. Les autres reporters des autres chaînes de télévision ont également été interdits d'accès à la salle des travaux au Sénat où se déroule une session plénière de la Chambre basse du Parlement. Et toujours au Parlement, il y a la réforme foncière qui était en débat à l'Assemblée nationale. Des précisions avec Gizogo dans ce reportage. Le foncier devient une question centrale dans la marche des États en Afrique. Cette problématique trouve une résonance jusqu'au Parlement camerounais où vient de se tenir le premier forum Parlement-gouvernement sur la gestion foncière en Afrique, conduit par le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes en Afrique centrale. Repart. Ce forum réunit donc le Parlement, le gouvernement et tous les partenaires qui œuvrent pour que cette réforme aboutisse. C'est d'évaluer le niveau d'avancement de vastes programmes de réforme dans le domaine de la gestion foncière. Pour les parlementaires, la réforme foncière attendue ne va pas assez vite à leur goût. Au niveau du Parlement, nous constatons que n'avance pas suivant nos désirs. Nous aurions souhaité qu'à ce jour un projet de texte réformant la gestion foncière au Cameroun soit déjà déposé au niveau du Parlement. Ils espèrent néanmoins que le moment venu, les réponses du gouvernement se montreront satisfaisantes. C'est un travail qui avance à pas lents, mais
qui, quand il aura abouti, sera un travail définitif et répondra aux attentes de toutes les parties prenantes et surtout de la communauté. La réforme foncière au Cameroun devrait concerner près de 60% de la superficie nationale, avec à la clé des revenus substantiels pour les populations locales. Le programme que le Repart déploie sur cette problématique couvre la période de février 2017 à décembre 2021. Et au sujet de la crise anglophone, le Nigeria voisin s'exprime à ce sujet. Le Nigeria n'est pas la base arrière des sécessionnistes anglophones camerounais. Ce pays ne soutient aucun groupe terroriste camerounais. C'est l'envoyé spécial du président de la République fédérale du Nigeria qui a tenu à rassurer le chef de l'État du Cameroun. C'était lors d'une audience qui s'est déroulée au palais de l'Unité à Yaoundé, audience au cours de laquelle il a remis à Paul Biya un message spécial de Muhammadu Buhari, l'envoyé spécial du président nigérian, et dit que son pays est prêt à soutenir le Cameroun dans la recherche des solutions pacifiques dans le cadre de la crise anglophone. Dans le reste de l'actualité, une foule révoltée ce matin a soutenu des activistes engagés à faire tomber une œuvre artistique installée au carrefour Equinox en plein centre-ville de Douala. Installée dans le cadre du salon urbain de Douala, c'est une œuvre d'une artiste française qui tenait à demander pardon aux Camerounais pour les exactions que son pays a perpétrées au Cameroun durant la période post-indépendance, mais aussi avant les indépendances. Mais l'initiative a rencontré la désapprobation des Camerounais, de certains activistes nationalistes qui estiment qu'il faudrait d'abord privilégier des monuments à l'image des héros nationaux camerounais. Reportage François Djikoumé et Donald Brice-Kamgan. Il est au sol. Comme l'accomplissement d'un vœu populaire, le monument Sylvie Blocher est déboulonné. André Blaise Essama s'est fait leader de ces milliers de Doualais, voire de Camerounais, qui ne digéraient que très mal l'érection au carrefour Equinox à Douala de la statue de l'artiste française. Acclamée par de nombreux curieux qui, pour certains, lui ont prêté main forte, l'activiste renverse l'œuvre controversée. L'arrivée des forces de maintien de l'ordre ne sera plus qu'un non-événement. Sylvie Blocher est tombée. Certains se pressent d'immortaliser l'instant. Il y a beaucoup de gens qui ont combattu pour ce pays, où on ne voit pas les monuments. Les Douala Mangabel, les Oumniobé, pourquoi même pas les footballeurs par exemple, comme le Roger Mila, les Marc Vivant Fouet. L'acte commis est courageux. L'activiste a pris le soin de se retirer, traqué par la police. Comment on prend un monument d'un Français, on vient planter ça ici au Cameroun, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup pour le Cameroun. On n'a pas mis les monuments ici, on a parlé derrière brasserie, qu'on devait aller mettre le monument de Oumniébé. Jusqu'aujourd'hui, là, on n'a jamais fait. Le renversement de la sculpture draine du beau monde et la circulation est fortement perturbée. La police a du boulot ce matin. Nos administrateurs même nous ont dessus, le délégué même aussi également. Donc nous admettons ce que ça va faire et nous sommes de tout cœur avec lui. Donc, nous allons dans la même lancée avec Blaise Essama, dans le contexte de déguerpir totalement la colonisation française. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une colonisation qui est en train de continuer sous la forme artistique. Nous serons toujours derrière Essama. Il y a par exemple Douala Mangabel, les Félix Mounier qui sont partis, qui ont fait beaucoup pour le Cameroun. On ne les voit pas. Les enfants qui sont en train de grandir ne savent pas ce qui sont passés. Normalement, le carrefour que vous voyez là doit représenter, le carrefour que vous voyez là, on doit mettre le monument de Camerounais qui sont passés. On doit mettre le monument des Français qui n'ont rien fait pour nous. Il y a près de 4 heures qu'elle était érigée là. Sylvie Blocher a été déboulonnée aux premières heures de ce matin par l'activiste André Blaise Essama, soutenu pour l'occasion par des milliers de mototaximens qui considéraient l'érection ici de ce monument
comme une véritable insulte à la mémoire collective camerounaise, notamment celle des héros de l'indépendance du Cameroun. Ici, François Ducoumet, Donald Brice Kamgang, Equinox Télévision. Et précisons que cette œuvre artistique avait été installée dans le cadre du salon urbain de Douala, une œuvre qui représentait une femme blanche portant un message visant à exprimer le pardon d'une Française révoltée des exactions commises par son pays au Cameroun. Avez-vous déjà vu des écoles publiques sans infrastructures adéquates pour accueillir les apprenants? Un cas patent existe à Banjoun. Enseignants et élèves travaillent dans des conditions infernales, tous logés dans un local de fortune, découverte de l'école de Ndjiko Banjoun avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. À voir le drapeau national flotter, on se croirait à première vue dans la cour d'une chefferie de 3e degré, d'un village perdu en forêt tropicale. Pourtant, ici, c'est l'école publique de Ndjiko, petit village à 20 km de Banjoun, dans le département du Kunki. Elle fait partie de ces établissements scolaires qui sont créés sur papier sans le moindre bâtiment à l'ouverture. Et rendant dans la rue depuis 2013, le chef de Ndjiko a offert ce local à cette petite communauté éducative. Il n'y a pas encore de bâtiment. J'ai pensé qu'il était normal, comme il y a le foyer, de commencer par là. J'ai fait le premier pas, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai acheté les contreplaqués que j'ai fait peindre. Le décor intérieur est digne des écoles de brousse d'avant les indépendances. Et aux heures de cours, l'ambiance est infernale pour tout le monde. Les salles de classe sont très rapprochées et séparées par des contrevents. On entend des bruits un peu de partout et ça trouble les leçons. Quand tu veux travailler ici, il y a les élèves de la CI, du CP qui sont en train de faire les bruits, mais comme il y a habitué, on fait avec. Les élèves ne peuvent pas bien suivre à cause des bruits. Quelques-uns me demandent de répéter, je suis obligé d'hausser le ton à chaque fois. Et le soir à la maison, quand je me repose, les mots de tête. En saison de pluie, l'eau rentrant de toutes parts suivant la direction du vent. Élèves et enseignants font du sauve-qui-peut. Lorsqu'il pleut, les pluies passent par les fenêtres et les enfants sont obligés de s'entasser, de se reculer. Et ça perturbe les leçons. À cycle complet dans un espace, à la superficie d'une habitation paysanne, les enseignements sont dispensés en tronc commun, dans un système de jumelage des classes. Il donne à écrire au CP, il fait la lecture à la CIL. Et pour les leçons de langage, c'est comme les leçons de langage, c'est presque connu. La promiscuité est la chose la mieux partagée. Le directeur d'école sans espace personnel de travail se débrouille sur une table de fortune dans une salle de classe tenant lieu de bureau. Et au-delà du manque de matériel didactique et d'enseignants communs aux écoles de chez nous, l'école publique de Ndjiko Banjoun ne dispose d'aucune commodité de base. On ne s'assoit pas ici, c'est la formation militaire qu'on fait ici. Parce qu'on est habitué à rester debout. Même les chaises en bambou, il n'y en a pas. L'école n'a pratiquement pas de toilettes et c'est tout un problème. Les enfants, quelquefois, pendant les récréations, sont obligés de faire les besoins à côté et ce n'est pas bon, c'est sale. Donc nous avons toujours des difficultés dans cette école. Il y a quelques années, la mairie du coin avait même entrepris la construction d'un bâtiment de 2 salles de classe. Mais aujourd'hui, le chantier est à l'abandon. Du coup, l'école de Ndjiko Banjoun tend la main à l'État et aux élites du Kunki. Quand bien nous sommes au village, il faudrait qu'ils nous apportent le matériel de travail que nous trouvons aussi dans certaines écoles au niveau de la ville. Car de nos jours, le monde est devenu un village planétaire. En attendant le geste des pouvoirs publics et des âmes de bonne volonté, élèves et enseignants de l'école publique de Ndjiko Banjoun n'ont d'autre choix que de continuer à se marcher sur les pieds pour faire chacun son petit métier. À présent, des chiffres qui font froid au dos. 90% des maladies pulmonaires sont liées à la consommation du tabac. C'est une révélation des organisations qui travaillent sur les dangers du tabagisme sur la santé de l'homme. Et malgré ces chiffres, ils sont toujours nombreux à consommer du tabac, notamment à Ebolova, dans la région du Sud. Reportage Roger Takala et Julingue Nyondé. Edouard Vendeur, la cinquantaine sonnée, visiblement mal en point, fume le tabac depuis 25 années.
Conscient des dangers auxquels il s'expose, cet habitant de la ville de Bolova dans le sud a fini par se trouver une excuse pouvant justifier son amour pour le tabac. La cigarette, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'on ne peut pas vivre sans fumer. Tout ce qu'on fait ici-bas, c'est des faces, mais moi je n'abuse pas. Bon, la cigarette rafraîchit la mémoire. Il y a des conséquences à toutes choses. C'est-à-dire quand tu abuses, ça t'abuse aussi. Comme lui, ils sont nombreux dans cette localité à fumer des dizaines de paquets de cigarettes par jour pour diverses raisons. C'est parce que le cigarette donne nous la force pour travailler le cacao. Quand tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas travailler le cacao. Le phénomène est grandissant et les jeunes de plus en plus nombreux accros à la consommation du tabac. Pourtant, les statistiques d'une ONG de la place révèlent que 90% des maladies pulmonaires sont liées au tabagisme. La consommation du tabac est responsable de, je ne vais pas trahir un secret, de 90% des cancers pulmonaires. Je ne sais pas si vous, à votre niveau, vous avez déjà vu quelqu'un atteint de cancer de poumon et qui a guéri. Moi, je ne sais pas. Mais imaginez-vous que quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour a 15 000 francs de cigarettes par mois et 180 000 qu'il dépense tous les ans pour fumer, pour s'offrir de la cigarette. Mais quand vous attrapez un cancer, vous aurez ruiné la famille, vous n'allez pas guérir, vous allez mourir. Donc. Une rencontre entre hommes et femmes de médias, pilotée par la coalition camerounaise anti-tabac, s'est tenue dans la ville de Bolova afin d'impliquer ces derniers dans la sensibilisation des méfaits du tabac sur la santé. Quel est le bilan de l'opération humanitaire Mercy Ship qui offre à des milliers de Camerounais souffrant de pathologies rares de bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite? Il y a encore des efforts à faire pour certaines pathologies, mais les différents médecins engagés dans cette opération humanitaire se félicitent des progrès et des chirurgies effectuées jusqu'ici. On fait le point avec Étienne Pascal Azégué dans ce reportage. La prise en charge des patients qui souffrent de certains cas de maladies rares se poursuit dans les différents sites retenus dans le cadre de l'opération humanitaire de l'ONG Mercy Ship au Cameroun. Si le chiffre de 1123 chirurgies avancées pendant la réunion d'évaluation à mi-parcours de cette opération donne quelques lueurs de satisfaction, il n'en demeure pas moins que des efforts restent à fournir sur l'aspect communication, afin de permettre à d'autres malades qui n'ont pas encore pu bénéficier de cette prise en charge gratuite de se manifester. La perfection n'est pas de ce monde. Il y a toujours des petites difficultés que nous sommes appelés à adresser au quotidien. Mais je peux me réjouir en ma qualité de coordonnateur secrétariat technique que les activités se déroulent bien. Les missions assignées à chaque département ministériel sont suivies. Sur le plan national, la prise en charge des malades originaires de l'extrême nord fait face à la barrière linguistique. L'arabe, leur langue de communication, n'est pas compris des médecins soignants, d'où le taux élevé des patients recensés, mais qui n'ont pas encore bénéficié du moindre traitement jusqu'à ce jour. Il convient de noter que ceux qui souffrent encore de deux types de maladies peuvent encore se faire enregistrer dans les 10 régions au niveau des centres de santé et hôpitaux. Il y a des patients, peut-être que vous allez rencontrer dans la rue, qui vous disent, grâce à Mercy Ship, je vais retrouver la vue. Il y a encore la possibilité que ceux qui souffrent des cataractes... Pour les cataractes, oui, il y a encore de la place. Parce que n'oubliez pas qu'on est là jusqu'en fin mai. Mais malheureusement, je pense qu'il y a eu un petit problème de communication. Mais c'est pour ça que vous êtes là. C'est qu'on puisse communiquer et vous dire qu'il y a encore de la place au niveau des cataractes. Uniquement? Uniquement parce que... et des fistules obstétricales. La réunion d'évaluation de l'opération Mercy Ship à Douala a aussi permis de constater un taux de réalisation faible pour les chirurgies maxillofaciales et même d'ophtalmologie. Des efforts doivent être consentis à ces niveaux d'ici la fin de l'opération humanitaire prévue en juin 2018. La décentralisation tourne au ralenti au ministère des Affaires sociales. Face à une demande sans cesse croissante, des mairies dénoncent l'insuffisance des ressources transférées par an. Le ministère indexé s'en défend et parle d'un simple appui, tout en précisant que la prise en charge sociale incombe d'abord aux collectivités territoriales décentralisées.
Élisée Bokba et Ike Cyril. À l'heure de l'évaluation, le tableau n'est guère reluisant en matière de décentralisation dans le secteur affaires sociales. Il reste difficile pour les magistrats municipaux de subvenir aux besoins de leur population. Nous pouvons recevoir 1000 demandes par an. Ce ne sont pas seulement les demandes qui concernent les handicapés, c'est aussi des demandes qui concernent les familles pauvres. Il faut bien que ces familles-là soient soutenues pour que les enfants aillent à l'école. Il faut également aider certaines familles ou les indigents à enterrer leur corps. Et il faut aider ceux qui sont malades, les indigents, et qui ne peuvent pas se prendre en charge, à être pris en charge dans les hôpitaux. Le ministère des Affaires sociales affirme pourtant avoir fait le nécessaire en termes de transfert des compétences aux collectivités territoriales. Le ministère des Affaires sociales a transféré toutes les compétences. La compétence en matière d'attribution des aides et des secours aux indigents, la compétence en matière de réinsertion sociale sur 2 volets, l'assistance aux établissements sociaux et la participation à l'entretien et à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale. Après un exercice de transfert de compétences de 8 années, nous sommes à peu près à 2 milliards de francs CFA que le ministère des Affaires sociales met à la disposition des personnes socialement vulnérables à travers les communes. Mais pour les maires, la demande est grande. Les moyens transférés sont loin de satisfaire les attentes. Nous recevons par exemple 100 000 francs par an, ou tout au plus 150 000 du ministère des Affaires sociales. Vous voyez que c'est insignifiant. Il a suffi d'aider 2 ou 3 indigents pour leur prise en charge dans les soins, pour les soins hospitaliers, pour que ça disparaisse. Je vous dis qu'on a à peu près 1000 demandes. En 2010 et en 2015, le ministère des Affaires sociales a transféré aux communes l'exercice de 3 compétences, parmi lesquelles l'attribution des aides et des secours aux nécessiteux et aux indigents. Une manière pour le MINAS de venir en appui aux collectivités territoriales décentralisées à qui incombe véritablement la tâche d'assurer le bien-être des populations. L'action sociale est d'abord une mission de la commune. Avant même le transfert des compétences, les communes étaient déjà appelées de par l'encadrement juridique à apporter une assistance sociale aux personnes indigentes de leur localité. Donc ce que nous nous apportons est un plus. Autour du ministre des Affaires sociales à Yaoundé, l'on évalue la mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur affaires sociales, tout en procédant au renforcement des capacités des acteurs sociaux. L'objectif étant de permettre aux populations au niveau local d'être associées à la gestion de leurs propres affaires. Et le ministère des Affaires sociales, toujours sous le feu nourri des critiques, notamment des personnes handicapées qui se plaignent du peu d'intérêt que leur accordent les pouvoirs publics. Ils se plaignent de leur mise à l'écart malgré leurs compétences et leur potentiel. Ils peinent à s'insérer sur le marché de l'emploi. Des réflexions ont été engagées à cet effet pour promouvoir davantage ces couches sociales vulnérables. C'était lors d'une rencontre initiée par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Reportage, Marcelin Gansop. C'est le cœur meurtri que Aloïs Obama se souvient des frustrations qu'il a vécues sur le chemin tortueux de l'emploi au Cameroun. Et pourtant, malgré son handicap, il s'est donné à fond pour avoir une qualification professionnelle. Je suis professionnel de bâtiment, dans le bureau d'études, conception. Après ma soutenance, j'ai une demande d'emploi à Rome. Je suis passé même par les affaires sociales à Rome, autant de Mme Alisatou. Ça n'a pas été. Et c'est là où j'ai décidé de ne plus jamais demander d'emploi à l'État. Ça fait que j'ai trouvé mieux de créer des trucs pareils. Et nous faisons là dans 10 domaines d'activité en Afrique. Les postulats sont la création d'entreprises, la restructuration d'entreprises et puis le financement de projets. Aujourd'hui, le président de l'Association africaine de développement multisectoriel voit la vie autrement. C'est certainement le cas aussi de ces jeunes pensionnaires du centre des aveugles de Tchang dans la région de l'Ouest. Malgré leur handicap, ils ont accepté de se former et excellent aujourd'hui dans l'exercice de quelques activités génératrices de revenus. Là, je suis en train de faire le canage des chaises. C'est difficile de vous expliquer comment je fais, comme je ne vois pas bon.
Moi je touche plutôt, moi je ne vois pas, je sais quand je passe au fil, j'essaie de toucher, comme sont alignés les fils, comme sont classés les fils. Ces personnes handicapées donnent donc à voir et à apprécier à la première édition de la Foire nationale de l'emploi, à elle dédiée, organisée dans le sillage de la célébration du 10 décembre 2017 de la 69e journée internationale des droits de l'homme. Occasion pour ces couches vulnérables d'attirer une fois de plus l'attention des pouvoirs publics sur leur triste sort. Vraiment, je suis désolé de vous dire que comme ce n'est pas une activité sportive, comme ce n'est pas une activité de guerre, où on va dans le gouvernement va déverser des milliards, mais quand il s'agit donc maintenant là de l'employabilité des personnes handicapées, nous nous prenons vraiment pour trouver de l'argent pour l'achat de matières premières. Nous ne recevons même pas de subventions annuelles que nous recevions avant. À travers cette plateforme, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés dit avoir joué sa partition en lançant un énième appel à une action commune en faveur de l'autonomie des personnes handicapées. La Commission nationale des droits de l'homme est là pour soutenir tous les droits, tout le monde. Les gens qui vivent avec les handicapés, ils ne sont pas laissés parce qu'ils sont aussi les gens qui sont capables. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cette fête. En visitant les stands d'exposition, force est de constater que les personnes handicapées en ont marre d'arborer la casquette d'éternel assisté. Elles sont capables de bien des choses et ne demandent qu'à être accompagnées. Quel est le degré de maîtrise des normes et de la qualité dans le montage des projets et le management des entreprises dirigées par des femmes au Cameroun? La question est au centre d'un débat qui se poursuit à Yaoundé visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la norme et la qualité dans les milieux des affaires au Cameroun. Élisée Borba et Aïk Cyril. Selon des chiffres de l'enquête camerounaise auprès des ménages et CAM4, 9 femmes chefs d'entreprise sur 10 au Cameroun évoluent dans le secteur informel qui lui-même représente 88,6% de l'économie nationale. Difficile dans ces conditions de booster le développement des entreprises créées et gérées par les femmes. C'est la clé de voûte pour le développement et l'essor économique des femmes. Sans la maîtrise des normes et des contrôles qualité, on ne peut pas intégrer le commerce formel, on ne peut pas répondre aux appels d'offres nationaux et internationaux. Donc c'est vraiment un secteur auquel il nous faut s'attaquer en priorité. Il est donc question de doter les femmes d'outils nécessaires pour leur implication dans le circuit économique. Toute chose qui implique le renforcement de leur pouvoir économique et leur intégration dans le processus de croissance, sans oublier le renforcement des capacités des femmes à appliquer les normes et les systèmes de contrôle de la qualité. Il s'agit en réalité, sous l'égide des organismes nationaux de normalisation, donc la norme, d'aider les femmes à s'organiser dans leurs travaux quotidiens et surtout les femmes entrepreneurs à s'organiser pour être compétitives, c'est-à-dire améliorer leur capacité de production, leur capacité de vente, leur capacité même de pouvoir conquérir certains marchés en s'appuyant sur les normes et la qualité. Installés dans leurs fonctions à Yaoundé, les membres de la cellule nationale Femmes et Normalisation du Cameroun ont pour mission de mener la sensibilisation sur l'importance des normes et de la qualité comme facteur clé de la compétitivité de l'entrepreneuriat féminin. Le Parlement camerounais vit au rythme des blocus et boycotts de certains députés et sénateurs SDF qui exigent l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone, mais rien n'a avancé jusqu'ici. Seule une altercation entre deux parlementaires qui a failli dégénérer en une violente bagarre, preuve des clivages politiques qui ne cessent de se creuser entre la classe politique au sujet de cette crise anglophone. Nous en parlons en deuxième partie de ce journal.
Je reçois sur ce plateau Maître Fidèle Doumbissi. Bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, cadre politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, et vous vivez sur Equinox Télévision ces scènes tumultueuses au Parlement. C'était d'abord à l'Assemblée nationale avec des blocus, des boycotts, et maintenant c'est le Sénat où il a fallu y avoir une altercation, même une bagarre entre sénateurs RDPC et SDF, et un blocus annoncé pour les prochaines sessions plénières au Sénat. Comment appréciez-vous ce climat relatif à la crise anglophone et l'ambiance au Parlement? Oui, je pense que c'est un climat qui n'honore pas notre pays. Ça ne renvoie pas une bonne image d'un pays comme le nôtre qui se revendique d'une démocratie. Il n'est pas normal que dans une assemblée, dans un parlement comme le nôtre, où il y a une certaine configuration, c'est-à-dire où plusieurs partis sont représentés à l'assemblée, et avec l'assemblée qui est considérée comme la représentation nationale. Et au-delà du rôle des députés qui consiste à voter les lois, à contrôler l'action du gouvernement, le Parlement est quand même une tribune. C'est une tribune, c'est un lieu de débat. Et en démocratie, on devrait débattre. Donc, c'est pas bon pour notre pays, pour l'image, qu'on refuse à un parti politique qui constitue quand même un groupe parlementaire d'inscrire une question à l'ordre du jour de l'Assemblée, à l'ordre du jour de la session, pour débattre. C'est pas pour voter des lois sur la question anglophone. C'est pour laisser la possibilité aux députés, aux représentants de la nation de donner leur avis sur la question. Mais certains parlementaires RDPC estiment que le SDF n'a pas à respecter la démarche prévue dans les différents règlements intérieurs à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Est-ce qu'une telle démarche pourrait prospérer lorsqu'on sait la majorité écrasante du parti au pouvoir? Je voudrais d'abord relever que le fait que le RDPC soit le parti dominant au sein de l'Assemblée, et que ce parti use de façon abusive de sa majorité au sein de l'Assemblée, ne devrait pas empêcher qu'on inscrive une telle question. Une telle question, parce que la domination politique, ce n'est pas le refus d'écouter les autres. Il faut écouter d'autres avis, d'autres sons. Parce que si le RDPC a une position s'agissant de la question anglophone, il faut quand même qu'il souffre d'écouter la position des autres, et que peut-être de la discussion pourra jaillir la solution. Donc, je pense que au niveau du Sénat, il faudrait que le bureau du Sénat puisse rectifier ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée nationale pour permettre que cette question soit inscrite pour satisfaire au moins cette frange de la représentation nationale. Justement, il y a eu une scène inédite qui s'est produite au Sénat, cette altercation entre un sénateur RDPC, le président du groupe parlementaire du SDF, et celui du SDF estime que les parlementaires SDF ont été traités de sécessionnistes. Le sénateur RDPC ne se reconnaît pas dans ses propos, mais cela montre qu'il y a des clivages assez profonds au sujet de cette crise, selon vous? Oui, il y a, cela ne date pas d'aujourd'hui, et on arrive à cette situation à cause de l'attitude arrogante et méprisante de ceux qui nous gouvernent. Et actuellement, on voit qu'il y a des tensions, et progressivement, nous risquons d'aller à des tensions non maîtrisables. Donc, il faudrait que ceux qui nous gouvernent reviennent sur leur position et prennent des décisions qui favorisent le dialogue. Justement, il y a une décision qui a été prise par le chef de l'État, c'est la décision de mettre hors d'état de nuire, c'est ceux qu'il a qualifiés de terroristes sécessionnistes
dans les régions du nord-ouest et du sud-est après une série d'attaques perpétrées contre des soldats camerounais. Comment vous appréciez cette option militaire privilégiée sur le théâtre de la crise anglophone? Nous pensons que c'est une option qui n'est pas bonne et elle est dangereuse. En quoi elle est dangereuse? Elle est dangereuse parce que nous risquons d'assister à une armée qui va en guerre contre son peuple. C'est ça le risque. Et nous pensons que le 22 octobre dernier, le professeur Maurice Kamto avait déjà tiré la sonnette d'alarme dans un communiqué de presse qu'il a publié. Et il indiquait qu'il y avait un risque et qu'il était inquiétant d'assister à un effacement du politique et la mise entre parenthèses de la Constitution et de la loi au profit de la militarisation. Et c'est très dangereux. Parce que le 12 octobre, c'est-à-dire au lendemain des événements du 1er octobre, des événements douloureux qui sont déroulés dans la partie anglophone, le ministre de la Défense, le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, a réuni tous les officiers et s'est comporté, il a agi comme s'il était le chef d'état-major général des armées, comme si nous étions déjà en situation d'exception ou c'est-à-dire d'urgence. C'est-à-dire comme si les conditions prévues par l'article 9 de la Constitution étaient déjà mises en place alors que le président de la République n'a pas décrété l'état d'urgence. Mais la gravité, et il n'a pas également décrété. Mais la gravité de la situation dans les régions anglophones avec ces attaques perpétrées contre des soldats qui sont déployés selon le gouvernement pour protéger les populations et préserver l'intégrité du territoire, le gouvernement devrait-il rester silencieux face à ces attaques, ne rien faire? Non, c'est pas ce que nous disons. L'État du Cameroun doit rester debout, mais doit être un État républicain, c'est-à-dire le gouvernement doit accomplir les actes conformément à la loi et à la Constitution. Parce que l'article 9 de la Constitution prévoit l'état d'urgence et l'état d'exception. Si le président de la République estime que la situation est grave, il doit décréter l'état d'urgence. Ou bien il doit décréter l'état d'exception. Et ça ne se fait pas par simple déclaration laconique, comme il a fait récemment. Si c'est l'état d'urgence, qu'il prenne le décret prononçant l'état d'urgence, comme exige la Constitution. Ou il prend le décret prononçant l'état d'exception, et dans ce cas, la loi exige qu'il doit informer la nation par communication. Donc il doit informer la nation s'il y a état d'exception et il doit faire un discours dans ce sens. Donc pour le moment, nous assistons, nous sommes comme dans une situation d'état d'urgence ou d'état d'exception. Quels sont ces éléments qui vous permettent d'affirmer que l'on est, selon vous, dans une situation d'urgence, d'état d'urgence dans ces régions anglophones? Non, il y a au moins deux éléments. Premier élément, c'est la réunion tenue par le ministre délégué à la présidence en charge de la défense le 12 octobre. Il a réuni tous les officiers de l'armée et même les officiers du corps des sapeurs-pompiers. Donc, il a fait une réunion de guerre. Et à ce moment, il a parlé de la question du maintien de l'ordre. Alors que cela relève de la compétence du ministre de l'administration territoriale. Lorsque c'est les autorités militaires qui parlent de la question de maintien de l'ordre, c'est grave, c'est qu'on est en état d'urgence ou en état d'exception. Sans que le président de la République ait préalablement pris le décret prononçant cet état-là. Et deuxième élément, vous avez souligné tout à l'heure que le président de la République a déclaré que ceux qui sont engagés à mettre le pays en difficulté seront mis hors d'état de nuire, sans au préalable prendre les décrets d'état d'urgence ou d'état d'exception comme exige la Constitution. Justement, l'on se dirige vers la fin de l'année 2017. Depuis sa rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, rencontre qui n'était pas officielle
au palais de l'Unité à Yaoundé. D'aucuns s'attendaient à ce que cette pression de l'ONU fasse le chef de l'État sortir de sa réserve et justement s'engager sur la voie du dialogue inclusif tant réclamé par l'opposition et la société civile, mais aussi la communauté internationale. Comment vous appréciez l'attitude du chef de l'État dans le cadre de la gestion de cette crise anglophone? Non, c'est une attitude qui nous inquiète. Et nous, au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, nous interrogeons sur l'agenda du gouvernement, sur cette question, étant donné que le MRSC a fait des propositions concrètes pour la question anglophone. Déjà que dans notre projet de société, la question anglophone est inscrite. Et à chaque fois, nous avons fait des propositions, le professeur Maurice Kamto a fait des propositions concrètes. Et nous ne sommes pas, nous ne savons pas à quoi pense le gouvernement et où est-ce qu'il veut nous mener. Et nous sommes inquiets. Justement, vous parlez d'agenda. Il y a un agenda électoral chargé en 2018 avec des élections sénatoriales, législatives, municipales et présidentielles. Dans ce contexte sécuritaire, social assez tendu dans plusieurs régions du Cameroun, un tel agenda peut-il encore être respecté? Oui, nous pensons que les élections doivent se tenir. Le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto l'avait fort indiqué il y a quelque temps qu'il ne faudrait pas qu'il y ait glissement du calendrier électoral. Et nous pensons que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent pour qu'avant la tenue des élections, qu'il y ait la paix sur toute l'étendue du territoire, pour que ces élections se déroulent dans les bonnes conditions. Ça, c'est notre souhait. Et pensez-vous que cela va se réaliser au regard d'une crise qui perdure depuis près d'un an, au regard de la situation qui prévaut à l'extrême nord du Cameroun? Pensez-vous qu'avec ce climat sécuritaire, l'on peut tenir des élections dans ces régions-là et également dans le reste du pays? Tout dépend de la volonté politique du gouvernement. S'il y a une bonne volonté politique pour régler la crise dans les parties anglophones du pays, ce sera fait. Il suffit seulement, comme nous avons proposé au MRSC, c'est d'ouvrir le dialogue pour apaiser. Parce que lorsqu'on débat, lorsqu'on discute, ça apaise les tensions. Mais il y a eu des premiers échanges entre le consortium de la société civile anglophone et des membres du gouvernement. Cela n'a pas changé la situation sur le terrain. Est-ce que le dialogue en lui-même est suffisant? Suffit-il simplement d'ouvrir le dialogue pour résoudre déjà cette crise? Quels sont les autres éléments que vous attendez concrètement pour qu'on puisse traiter des causes profondes de la crise anglophone? Nous pensons que le dialogue, c'est la solution qui paraît efficace. Parce que dans le cadre d'un dialogue, il y a des propositions qui peuvent fuser. Chacun va donner ses propositions et avec des discussions qui auront lieu, le gouvernement pourrait avoir suffisamment d'éléments pour décider et permettre que le calme revienne, que la paix revienne. Et nous pensons que le gouvernement a fait quelques efforts qu'il faut saluer s'agissant de la crise anglophone qui au départ était une crise socio-professionnelle, une crise qui concernait les avocats et les enseignants, parce que le problème anglophone se pose en deux thèmes. Il faut le savoir, le premier thème dans lequel se pose le problème anglophone est culturel. C'est-à-dire les anglophones se plaignent de ce que la culture anglo-saxonne héritée de l'administration britannique n'est pas respectée dans le cadre de l'État unitaire. Et qu'il y a une tendance pour le gouvernement camerounais à imposer dans leur zone les éléments culturels francophones. Et ils ont parlé de phagocytage. Donc, il y a une question d'harmonisation des deux cultures pour que le vivre ensemble soit préservé. Et le deuxième terme dans lequel se pose la question anglophone, c'est la question du développement local.
et qu'ils se plaignent de ce que leurs régions ne sont pas développées. Et ce n'est pas seulement les régions, mais comme disait Victor Hugo, quand je parle de vous, quand je parle de moi, je parle de vous. Donc les anglophones, sur ce plan, ont parlé de toutes les régions camerounaises où il y a nécessité de faire à ce que les collectivités territoriales décentralisées puissent avoir suffisamment de moyens pour développer leur localité. Justement, le chef de l'État doit s'exprimer en fin d'année, le 31 décembre, aux Camerounais. Quelles sont vos attentes par rapport à ce discours du président de la République? Oui, nos attentes par rapport au discours du président de la République, c'est d'abord sur la crise anglophone. Nous attendons écouter la réponse qu'il va donner aux réclamations insistantes du dialogue. C'est ça, nous attendons ça. Que le président de la République se prononce sur les revendications du dialogue sur la crise anglophone. Les revendications venant de la société civile, des hommes politiques et de la communauté internationale. Nous attendons que le président de la République donne une réponse et nous dise dans quelle forme, dans quel cadre on pourra dialoguer pour résoudre cette crise. Deuxièmement, nous attendons que le président de la République, dans son discours, donne un calendrier clair s'agissant des élections qui auront lieu l'année prochaine et également qu'il se prononce sur les réclamations de réforme sur le système électoral, s'agissant de la Constitution qu'il faut réviser pour introduire l'élection à 2 tours, l'élection présidentielle, le scrutin universel à 2 tours pour l'élection présidentielle, et également dans le code électoral, il y a des propositions que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun a faites pour réviser le code électoral, surtout s'agissant de l'organe ELECAM, s'agissant également des procès-verbaux qui doivent être reconnus par tous les partis, c'est-à-dire tous les prenants dans le bureau de vote. Et également, nous avons demandé que lorsque les procès-verbaux sortent du bureau de vote, ils ne doivent pas faire escale dans le laboratoire de fraude et de l'ECAM, doit aller directement à la commission départementale ou bien à la commission communale. Merci, maître Fidèle Doubissi. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et cadre politique du MRC. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée par Éric Fernand Kwamo. Bonne soirée sur Equinox Télévision. C'est l'envoyé spécial du président de la République fédérale du Nigeria qui a tenu à rassurer le chef de l'État du Cameroun. C'était lors d'une audience qui s'est déroulée au palais de l'Unité à Yaoundé, audience au cours de laquelle il a remis à Paul Biya un message spécial de Muhammadu Buhari, l'envoyé spécial du président nigérian, et dit que son pays est prêt à soutenir le Cameroun dans la recherche des solutions pacifiques dans le cadre de la crise anglophone. Dans le reste de l'actualité, une foule révoltée ce matin a soutenu des activistes engagés à faire tomber une œuvre artistique installée au carrefour Equinox en plein centre-ville de Douala. Installée dans le cadre du salon urbain de Douala, c'est une œuvre d'une artiste française qui tenait à demander pardon aux Camerounais pour les exactions que son pays a perpétrées au Cameroun durant la période post-indépendance, mais aussi avant les indépendances. Mais l'initiative a rencontré la désapprobation des Camerounais, de certains activistes nationalistes qui estiment qu'il faudrait d'abord privilégier des monuments à l'image des héros nationaux camerounais. Reportage François Dikoumé et Donald Brice-Kamgan. Il est au sol. Comme l'accomplissement d'un vœu populaire, le monument Sylvie Blocher est déboulonné. André Blaise Sama s'est fait leader de ces milliers de Doualais, voire de Camerounais, qui ne digéraient que très mal l'érection au carrefour Equinox à Douala de la statue de l'artiste française, acclamée par de nombreux curieux qui, pour certains, lui ont prêté main forte. L'activiste renverse l'œuvre controversée.
L'arrivée des forces de maintien de l'ordre ne sera plus qu'un non-événement. Sylvie Blocher est tombée. Certains se pressent d'immortaliser l'instant. Il y a beaucoup de gens qui ont combattu pour ce pays, où on ne voit pas leurs monuments. Les Douala Mangabel, les Oumniobé, pourquoi même pas les footballeurs par exemple, comme le Roger Mila, les Marc Vivant Fouet. L'acte commis est courageux. L'activiste a pris le soin de se retirer, traqué par la police. Comment on prend le monument d'un Français, on vient planter ça ici au Cameroun, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup pour le Cameroun. On n'a pas mis les monuments ici, on a parlé derrière brasserie, qu'on devait aller mettre le monument de Oumniébé. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait. Le renversement de la sculpture draine du beau monde et la circulation est fortement perturbée. La police a du boulot ce matin. Nos administrateurs même nous ont dessus, le délégué même aussi également. Donc nous admettons ce que ça va faire et nous sommes de tout cœur avec lui. Donc, nous allons dans la même lancée avec Blaise et Sama. Dans le contexte de déguerpir totalement la colonisation française. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une colonisation qui est en train de continuer sous la forme artistique. Nous serons toujours derrière Essama. Il y a par exemple les Douala Mangabel, les Félix Mounier qui sont partis, qui ont fait beaucoup pour le Cameroun. On ne les voit pas. Les enfants qui sont en train de grandir ne savent pas ce qui sont passés. Normalement, le carrefour que vous voyez là doit représenter, le carrefour que vous voyez là, on doit mettre le monument de Camerounais qui sont passés, que de mettre le monument des Français qui n'ont rien fait pour nous. Il y a près de 4 heures qu'elle était érigée là. Sylvie Blocher a été déboulonnée aux premières heures de ce matin par l'activiste André Blaise et Sama, soutenu pour l'occasion par des milliers de mototaximens qui considéraient l'érection ici de ce monument comme une véritable insulte à la mémoire collective camerounaise, notamment celle des héros de l'indépendance du Cameroun. Ici, François Ducoumet, Donald Brice Kamgang, Equinox Télévision. Et précisons que cette œuvre artistique avait été installée dans le cadre du salon urbain de Douala, une œuvre qui représentait une femme blanche portant un message visant à exprimer le pardon d'une Française révoltée des exactions commises par son pays au Cameroun. Avez-vous déjà vu des écoles publiques sans infrastructures adéquates pour accueillir les apprenants? Un cas patent existe à Banjoun. Enseignants et élèves travaillent dans des conditions infernales, tous logés dans un local de fortune, découverte de l'école de Ndjiko Banjoun avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. À voir le drapeau national flotter, on se croirait à première vue dans la cour d'une chefferie de 3e degré, d'un village perdu en forêt tropicale. Pourtant, ici, c'est l'école publique de Ndjiko, petit village à 20 km de Banjoun, dans le département du Kounki. Elle fait partie de ces établissements scolaires qui sont créés sur papier sans le moindre bâtiment à l'ouverture. Et rendant dans la rue depuis 2013, le chef de Ndjiko a offert ce local à cette petite communauté éducative. Il n'y a pas encore de bâtiment. J'ai pensé qu'il était normal, comme il y a le foyer, de commencer par là. J'ai fait le premier pas, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai acheté les contreplaqués que j'ai fait peindre. Le décor intérieur est digne des écoles de brousse d'avant les indépendances. Et aux heures de cours, l'ambiance est infernale. À fournir sur l'aspect communication, afin de permettre à d'autres malades qui n'ont pas encore pu bénéficier de cette prise en charge gratuite de se manifester. La perfection n'est pas de ce monde. Il y a toujours des petites difficultés que nous sommes appelés à adresser au quotidien. Mais je peux me réjouir en ma qualité de coordonnateur secrétaire technique que les activités se déroulent bien. Les missions assignées à chaque département ministériel sont suivies. Sur le plan national, la prise en charge des malades originaires de l'extrême nord fait face à la barrière linguistique. L'arabe, leur langue de communication, n'est pas compris des médecins soignants. D'où le taux élevé des patients recensés, mais qui n'ont pas encore bénéficié du moindre traitement jusqu'à ce jour. Il convient de noter que ceux qui souffrent encore de 2 types de maladies peuvent encore se faire enregistrer dans les 10 régions au niveau des centres de santé et hôpitaux.
Il y a des patients, peut-être que vous allez rencontrer dans la rue, qui vous disent, grâce à Mercy Ship, je vais retrouver la vue. Il y a encore la possibilité que ceux qui souffrent des cataractes... Pour les cataractes, oui, il y a encore de la place. Parce que n'oubliez pas qu'on est là jusqu'en fin mai. Mais malheureusement, je pense qu'il y a eu un petit problème de communication. Mais c'est pour ça que vous êtes là. C'est qu'on puisse communiquer et vous dire qu'il y a encore de la place au niveau des cataractes. Uniquement parce que... et des fistules obstétricales. La réunion d'évaluation de l'opération Mercy Ship à Douala a aussi permis de constater un taux de réalisation faible pour les chirurgies maxillofaciales et même d'ophtalmologie. Des efforts doivent être consentis à ces niveaux d'ici la fin de l'opération humanitaire prévue en juin 2018. La décentralisation tourne au ralenti au ministère des Affaires sociales. Face à une demande sans cesse croissante, des mairies dénoncent l'insuffisance des ressources transférées par an. Le ministère indexé s'en défend et parle d'un simple appui, tout en précisant que la prise en charge sociale incombe d'abord aux collectivités territoriales décentralisées. Élisée Bokba et Aïk Cyril. À l'heure de l'évaluation, le tableau n'est guère reluisant en matière de décentralisation dans le secteur affaires sociales. Il reste difficile pour les magistrats municipaux de subvenir aux besoins de leur population. Nous pouvons recevoir 1000 demandes par an. Ce ne sont pas seulement les demandes qui concernent les handicapés, c'est aussi des demandes qui concernent les familles pauvres. Il faut bien que ces familles-là soient soutenues pour que les enfants aillent à l'école. Il faut également aider certaines familles ou les indigents à enterrer leur corps. Il faut aider ceux qui sont malades, les indigents, et qui ne peuvent pas se prendre en charge, à être pris en charge dans les hôpitaux. Le ministère des Affaires sociales affirme pourtant avoir fait le nécessaire en termes de transfert des compétences aux collectivités territoriales. Le ministère des Affaires sociales a transféré toutes les compétences. La compétence en matière d'attribution des aides et des secours aux indigents, la compétence en matière de réinsertion sociale sur 2 volets, l'assistance aux établissements sociaux et la participation à l'entretien et à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale. Après un exercice de transfert de compétences de 8 années, nous sommes à peu près à 2 milliards de francs CFA que le ministère des Affaires sociales met à la disposition des personnes socialement vulnérables à travers les communes. Mais pour les maires, la demande est grande. Les moyens transférés sont loin de satisfaire les attentes. Nous recevons par exemple 100 000 francs par an, ou tout au plus 150 000 du ministère des Affaires sociales. Vous voyez que c'est insignifiant. Il a suffi d'aider 2 ou 3 indigents pour leur prise en charge dans les soins, pour les soins hospitaliers, pour que ça disparaisse. Je vous dis qu'on a à peu près 1000 demandes. En 2010 et en 2015, le ministère des Affaires sociales a transféré aux communes l'exercice de 3 compétences, parmi lesquelles l'attribution des aides et des secours aux nécessiteux et aux indigents. Une manière pour le MINAS de venir en appui aux collectivités territoriales décentralisées à qui incombe véritablement la tâche d'assurer le bien-être des populations. L'action sociale est d'abord une mission de la commune. Avant même le transfert des compétences, les communes étaient déjà appelées de par l'encadrement juridique à apporter une assistance sociale aux personnes indigentes de leur localité. Donc ce que nous apportons est un plus. Autour du ministre des Affaires sociales à Yaoundé, l'on évalue la mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur affaires sociales, tout en procédant au renforcement des capacités des acteurs sociaux. L'objectif étant de permettre aux populations au niveau local d'être associées à la gestion de leurs propres affaires. Et le ministère des Affaires sociales, toujours sous le feu nourri des critiques, notamment des personnes handicapées qui se plaignent du peu d'intérêt que leur accordent les pouvoirs publics. Ils se plaignent de leur mise à l'écart malgré leurs compétences et leur potentiel. Ils peinent à s'insérer sur le marché de l'emploi. Des réflexions ont été engagées à cet effet pour promouvoir davantage ces couches sociales vulnérables. C'était lors d'une rencontre initiée par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Reportage, Marcelin Gansot.
C'est le cœur meurtri que Alois Obama se souvient des frustrations qu'il a vécues sur le chemin tortueux de l'emploi au Cameroun. Et pour tout le monde. Les salles de classe sont très rapprochées et séparées par des contrevents. On entend des bruits un peu de partout et ça trouble les leçons. Quand tu veux travailler ici, il y a les élèves de la CI, du CP qui sont en train de faire les bruits, mais comme il y a habitué, on fait avec. Les élèves ne peuvent pas bien suivre à cause des bruits. Quelques-uns me demandent de répéter, je suis obligé d'hausser le ton à chaque fois. Et le soir à la maison, quand je me repose, les mots de tête. En saison de pluie, l'eau rentrant de toutes parts suivant la direction du vent. Élèves et enseignants font du sauve-qui-peut. Lorsqu'il pleut, les pluies passent par les fenêtres et les enfants sont obligés de s'entasser, de se reculer et ça perturbe les leçons. À cycle complet dans un espace, à la superficie d'une habitation paysanne, les enseignements sont dispensés en tronc commun dans un système de jumelage des classes. Il donne à écrire au CP, il fait la lecture à la CIL. Et pour les leçons de langage, c'est comme les leçons de langage, c'est presque oui. La promiscuité est la chose la mieux partagée. Le directeur d'école sans espace personnel de travail se débrouille sur une table de fortune dans une salle de classe tenant lieu de bureau. Et au-delà du manque de matériel didactique et d'enseignants communs aux écoles de chez nous, l'école publique de Djiko Bandjoun ne dispose d'aucune commodité de base. On ne s'assoit pas ici, c'est la formation militaire qu'on fait ici. Parce qu'on est habitué à rester debout. Même les chaises en bambou, ils n'en ont pas. L'école n'a pratiquement pas de toilettes et c'est tout un problème. Les enfants, quelquefois, pendant les récréations, sont obligés de faire les besoins à côté et ce n'est pas bon, c'est sale. Donc nous avons toujours des difficultés dans cette école. Il y a quelques années, la mairie du coin avait même entrepris la construction d'un bâtiment de 2 salles de classe. Mais aujourd'hui, le chantier est à l'abandon. Du coup, l'école de Djiko Bandjoun tend la main à l'État et aux élites du Kunki. Quand bien nous sommes au village, il faudrait qu'ils nous apportent les matériels de travail que nous trouvons aussi dans certaines écoles au niveau de la ville. Car de nos jours, le monde est devenu un village planétaire. En attendant le geste des pouvoirs publics et des âmes de bonne volonté, élèves et enseignants de l'école publique de Djiko Bandjoun n'ont d'autre choix que de continuer à se marcher sur les pieds pour faire chacun son petit métier. À présent, des chiffres qui font froid au dos. 90% des maladies pulmonaires sont liées à la consommation du tabac. C'est une révélation des organisations qui travaillent sur les dangers du tabagisme sur la santé de l'homme. Et malgré ces chiffres, ils sont toujours nombreux à consommer du tabac, notamment à Ebolova, dans la région du Sud. Reportage Roger Takala et Julingue Nyondé. Edouard Vendor, la cinquantaine sonnée, visiblement mal en point, fume le tabac depuis 25 années. Conscient des dangers auxquels il s'expose, cet habitant de la ville d'Ebolova dans le sud a fini par se trouver une excuse pouvant justifier son amour pour le tabac. La cigarette, c'est quelque chose qui est très important. Parce qu'on ne peut pas vivre sans fumer. Tout ce qu'on fait ici-bas, c'est des faces, mais moi je n'abuse pas. Bon, la cigarette rafraîchit la mémoire. Il y a des conséquences à toutes choses. C'est-à-dire quand tu abuses, ça t'abuse aussi. Comme lui, ils sont nombreux dans cette localité à fumer des dizaines de paquets de cigarettes par jour pour diverses raisons. C'est parce que le cigarette donne nous la force pour travailler le cacao. Quand tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas travailler le cacao. Le phénomène est grandissant et les jeunes de plus en plus nombreux accros à la consommation du tabac. Pourtant, les statistiques d'une ONG de la place révèlent que 90% des maladies pulmonaires sont liées au tabagisme. La consommation du tabac est responsable de, je ne vais pas trahir un secret, de 90% des cancers pulmonaires. Je ne sais pas si vous, à votre niveau, vous avez déjà vu quelqu'un atteint de cancer de poumon et qui a guéri. Moi, je ne sais pas. Mais imaginez-vous que quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour a 15 000 francs de cigarettes par mois et 180 000 qu'il dépense tous les ans pour fumer, pour s'offrir de la cigarette. Mais quand vous attrapez un cancer, vous aurez ruiné la famille, vous n'allez pas guérir, vous allez mourir. Donc. Une rencontre entre hommes et femmes de médias
piloté par la coalition camerounaise anti-tabac, s'est tenu dans la ville de Bolova afin d'impliquer ces derniers dans la sensibilisation des méfaits du tabac sur la santé. Quel est le bilan de l'opération humanitaire Mercy Ship qui offre à des milliers de Camerounais souffrant de pathologies rares de bénéficier d'une prise en charge médicale gratuite? Il y a encore des efforts à faire pour certaines pathologies, mais les différents médecins engagés dans cette opération humanitaire se félicitent des progrès et des chirurgies effectuées jusqu'ici. On fait le point avec Étienne Pascal Azégué dans ce reportage. La prise en charge des patients qui souffrent de certains cas de maladies rares se poursuit dans les différents sites retenus dans le cadre de l'opération humanitaire de l'ONG Mercy Ship au Cameroun. Si le chiffre de 1123 chirurgies avancées pendant la réunion d'évaluation à mi-parcours de cette opération donne quelques lueurs de satisfaction, il n'en demeure pas moins que des efforts restent à faire. Malgré son handicap, il s'est donné à fond pour avoir une qualification professionnelle. Je suis professionnel de bâtiment, dans le bureau d'études, conception. Après ma soutenance, j'ai été une demande d'emploi à Rome. Je suis passé même par les affaires sociales à Rome, au temps de Mme Aïssatou. Ça n'a pas été. Et c'est là où j'ai décidé de ne plus jamais demander d'emploi à l'État. Ça fait que j'ai trouvé mieux de créer des trucs paroles. Et nous faisons là dans 10 domaines d'activité en Afrique. Les postulats sont la création d'entreprises, la restructuration d'entreprises et puis le financement de projets. Aujourd'hui, le président de l'Association africaine de développement multisectoriel voit la vie autrement. C'est certainement le cas aussi de ces jeunes pensionnaires du centre des aveugles de Tchang dans la région de l'Ouest. Malgré leur handicap, ils ont accepté de se former et excellent aujourd'hui dans l'exercice de quelques activités génératrices de revenus. Là, je suis en train de faire le canage des chaises. C'est difficile de vous expliquer comment je fais, comme je ne vois pas. Bon, moi je touche plutôt, moi je ne vois pas, je sais quand je passe au fil, j'essaie de toucher, comme sont alignés les fils, comme sont classés les fils. Ces personnes handicapées donnent donc à voir et à apprécier à la première édition de la Foire nationale de l'emploi, à elle dédiée, organisée dans le sillage de la célébration du 10 décembre 2017 de la 69e journée internationale des droits de l'homme. Occasion pour ces couches vulnérables d'attirer une fois de plus l'attention des pouvoirs publics sur leur triste sort. Vraiment, je suis désolé de vous dire que comme ce n'est pas une activité sportive, comme ce n'est pas une activité de guerre, où on va dans le gouvernement, on va déverser des milliards, mais quand il s'agit donc maintenant là de l'employabilité des personnes handicapées, nous nous prenons vraiment pour trouver de l'argent pour l'achat de matières premières. Nous ne recevons même pas de subventions annuelles que nous recevions avant. À travers cette plateforme, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés dit avoir joué sa partition en lançant un énième appel à une action commune en faveur de l'autonomie des personnes handicapées. La Commission nationale des droits de l'homme est là pour soutenir tous les droits, tout le monde. Les gens qui vivent avec les handicapés, ils ne sont pas laissés parce qu'ils sont aussi les gens qui sont capables et ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cette fête. En visitant les stands d'exposition, force est de constater que les personnes handicapées en ont marre d'arborer la casquette d'éternel assisté. Elles sont capables de bien des choses et ne demandent qu'à être accompagnées. Quel est le degré de maîtrise des normes et de la qualité dans le montage des projets et le management des entreprises dirigées par des femmes au Cameroun? La question est au centre d'un débat qui se poursuit à Yaoundé visant à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la norme et la qualité dans les milieux des affaires au Cameroun. Élisée Borba et Aïk Cyril. Selon des chiffres de l'enquête camerounaise auprès des ménages et CAM4, 9 femmes chefs d'entreprise sur 10 au Cameroun évoluent dans le secteur informel qui lui-même représente 88,6% de l'économie nationale. Difficile dans ces conditions de booster le développement des entreprises créées et gérées par les femmes.
C'est la clé de voûte pour le développement et l'essor économique des femmes. Sans la maîtrise des normes et des contrôles qualité, on ne peut pas intégrer le commerce formel, on ne peut pas répondre aux appels d'offres nationaux et internationaux. Donc c'est vraiment un secteur auquel il nous faut s'attaquer en priorité. Il est donc question de doter les femmes d'outils nécessaires pour leur implication dans le circuit économique. Toute chose qui implique le renforcement de leur pouvoir économique et leur intégration dans le processus de croissance, sans oublier le renforcement des capacités des femmes à appliquer les normes et les systèmes de contrôle de la qualité. Il s'agit en réalité, sous l'égide des organismes nationaux de normalisation, donc la norme, d'aider les femmes à s'organiser dans leurs travaux quotidiens et surtout les femmes entrepreneurs à s'organiser pour être compétitives, c'est-à-dire améliorer leur capacité de production, leur capacité de vente, leur capacité même de pouvoir conquérir certains marchés en s'appuyant sur les normes et la qualité. Installés dans leurs fonctions à Yaoundé, les membres de la cellule nationale Femmes et Normalisation du Cameroun ont pour mission de mener la sensibilisation sur l'importance des normes et de la qualité comme facteur clé de la compétitivité de l'entrepreneuriat féminin. Le Parlement camerounais vit au rythme des blocus et boycotts de certains députés et sénateurs SDF qui exigent l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone, mais rien n'a avancé. Jusqu'ici, seule une altercation entre deux parlementaires qui a failli dégénérer en une violente bagarre, preuve des clivages politiques qui ne cessent de se creuser entre la classe politique au sujet de cette crise anglophone. Nous en parlons en deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau bonsoir à tous. À la une de ce journal, le Sénat redoute un blocus des parlementaires SDF. Une session plénière prévue à 16h a démarré avec 3 heures de retard. Le temps pour le président du Sénat d'essayer de désamorcer ce blocus annoncé des parlementaires SDF. Des négociations restreintes n'ont apporté aucune réponse concrète à leurs revendications sur l'ouverture d'un débat parlementaire sur la crise anglophone. La décentralisation tourne au ralenti au ministère des Affaires sociales face à une demande sans cesse croissante des couches sociales vulnérables. Des mairies se plaignent de l'insuffisance des fonds qui sont transférés dans les collectivités territoriales décentralisées pour leur permettre de répondre aux besoins des couches sociales vulnérables. Indexé, le ministère des Affaires sociales se défend et estime que la prise en charge sociale incombe d'abord aux collectivités territoriales décentralisées. Vous les écouterez dans ce journal. Avez-vous déjà vu une école publique sans infrastructure d'accueil pour les apprenants? C'est un grand reportage réalisé dans une école publique située à Banjoun, dans la région de l'Ouest, où élèves et enseignants vivent un véritable calvaire. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, le Sénat qui redoute un blocus des parlementaires SDF. Une session plénière prévue initialement à 16h a démarré avec 3 heures de retard. Le temps pour le président du Sénat d'entamer des négociations avec des sénateurs SDF. 5 parlementaires de ce parti de l'opposition ont été appelés à une concertation restreinte avec le président du Sénat dans son cabinet. Au terme de ces concertations, les négociations n'ont apporté aucune réponse à leurs revendications sur l'ouverture d'un débat parlementaire. Et tenez-vous bien, la session plénière qui a démarré au Sénat n'est pas permise. Les reporters d'Equinox Télévision ont été interdits d'accès
à la salle des travaux. Ce que vous voyez en image, ce sont des images d'archives d'il y a quelques jours. Depuis cet après-midi, les reporters d'Equinox Télévision ont été interdits d'accès à la salle des travaux. Selon un agent de sécurité, des instructions auraient été données d'empêcher des reporters d'Equinox Télévision de suivre les travaux au Sénat. Selon ce même agent de sécurité, certains responsables du Sénat n'ont pas apprécié la prise des images de l'altercation entre deux sénateurs SDF et RDPC il y a quelques jours. Les autres reporters des autres chaînes de télévision ont également été interdits d'accès à la salle des travaux au Sénat où se déroule une session plénière de la Chambre basse du Parlement. Et toujours au Parlement, il y a la réforme foncière qui était en débat à l'Assemblée nationale. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Le foncier devient une question centrale dans la marche des États en Afrique. Cette problématique trouve une résonance jusqu'au Parlement camerounais où vient de se tenir le premier forum Parlement-Gouvernement sur la gestion foncière en Afrique, conduit par le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes en Afrique centrale. Repart. Ce forum réunit donc le Parlement, le gouvernement et tous les partenaires qui œuvrent pour que cette réforme aboutisse. C'est d'évaluer le niveau d'avancement de vastes programmes de réforme dans le domaine de la gestion foncière. Pour les parlementaires, la réforme foncière attendue ne va pas assez vite à leur goût. Au niveau du Parlement, nous constatons que n'avance pas suivant nos désirs. Nous aurions souhaité qu'à ce jour un projet de texte réformant la gestion foncière au Cameroun soit déjà déposé au niveau du Parlement. Ils espèrent néanmoins que le moment venu, les réponses du gouvernement se montreront satisfaisantes. C'est un travail qui avance à pas lents, mais qui, quand il aura abouti, sera un travail définitif et répondra aux attentes de toutes les parties prenantes et surtout de la communauté. La réforme foncière au Cameroun devrait concerner près de 60% de la superficie nationale, avec à la clé des revenus substantiels pour les populations locales. Le programme que le Repart déploie sur cette problématique couvre la période de février 2017 à décembre 2021. Et au sujet de la crise anglophone, le Nigeria voisin s'exprime à ce sujet. Le Nigeria n'est pas la base arrière des sécessionnistes anglophones camerounais. Ce pays ne soutient aucun groupe terroriste camerounais.